C'est l'heure du débat sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 3 millions d'élèves et d'apprenants ont repris ce lundi le chemin de l'école pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 après 3 mois de vacances. Cette rentrée se fait dans un contexte très particulier pour raison de Covid-19. Quelles doivent être les mesures pour assurer une bonne rentrée aux élèves en ces périodes de Covid? C'est la question du jour et pour en parler, je reçois Dr Hawili Pamayo, médecin généraliste au CMS d'Idjoli. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, ce débat se fera également avec vous, chers auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Médecin généraliste au CMS d'Idjoli. Quand on parle de médecin généraliste, à quoi fait-on allusion? Merci, Monsieur Norbert. Je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs de Nana FM qui vous suivent tous les jours et qui sont encore nombreux ce matin pour nous écouter. Alors, dans la carrière d'un médecin, on sait que, étant étudiant, vous venez d'avoir fraîchement le bac et vous avez opté pour la faculté de médecine. Vous avez à faire 7 ans d'études plus les années de thèse pour avoir le doctorat de médecine. Donc, quand vous avez ce doctorat-là, dans un premier temps, vous êtes médecin généraliste, ça veut dire que vous êtes un peu touche à tout. Voilà, donc vous pouvez décider d'être médecin généraliste ou de vous perfectionner dans un domaine précis comme la cardiologie, la pneumologie ou bien la santé publique qui sera un peu plus approfondie. En ce moment, vous devenez un spécialiste. Voilà, donc le médecin généraliste, ça veut dire que c'est un touche-à-tout de la médecine. Donc après, vous pouvez vous spécialiser ou bien vous êtes médecin généraliste à vie? En cas de besoin, on peut se spécialiser. Voilà. Alors, le sujet qui nous réunit ce matin, c'est la maladie à coronavirus. 4 décès enregistrés le dimanche hier. Il y a encore un nouveau décès. Alors, pourquoi le taux de décès reste aussi élevé malgré la vaccination? Ok, merci. À mon avis, le nombre élevé de décès que nous avons enregistrés, notamment dimanche, 4 décès en une journée et hier un décès, je pense que cela dépendra un peu des personnes qui ont été dépistées en ce moment précis. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont été dépistées le même jour qui sont décédées, mais peut-être c'est certains cas qui sont en cours de suivi qui ont malheureusement perdu la vie. Donc cela peut être dû, peut-être dans un premier temps, aux différentes comorbidités, c'est-à-dire si la personne dépistée positive à la maladie à coronavirus présentait déjà une maladie qui l'avait préalablement affaiblie et que l'infection au nouveau variant ou bien au coronavirus habituel s'est venu greffer là-dessus, cela entraînerait une forme grave et qui peut même conduire la personne en hospitalisation, en réanimation et il peut s'ensuivre des décès. Donc probablement que parmi ces décès, il peut arriver que ce soit des personnes porteuses de cette comorbidité et probablement qui ne sont pas vaccinées. Parce qu'on a dit que la vaccination nous protège et prévient contre la survenue des formes graves et réduit les risques que même si vous êtes infecté, que vous soyez hospitalisé. Cela peut être aussi dû à un retard de dépistage de la personne. Si vous êtes porteur de comorbidité et vous n'êtes pas dépisté, vous n'êtes pas vacciné et que vous présentez les symptômes de la maladie à coronavirus, mais vous tardez pour aller vous faire dépister et que dès que vous êtes dépisté, vous arrivez un peu tard dans le centre de prise en charge, cela également peut amener à ce que ces personnes décèdent. C'est ce que je pourrais dire. Peut-être c'est cette situation qui est arrivée et qu'on a enregistré au moins 4 décès en ce jour. Alors, docteur, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes déjà vaccinées au Togo à ce jour? On n'a pas un chiffre exact, mais je peux vous dire que selon certaines statistiques mondiales, on a le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose s'élève autour de 833 000 environ au Togo depuis le début de la vaccination. Et ceux qui ont reçu au moins
ceux qui sont complètement vaccinés tourneront peut-être autour de 300 personnes. 300 personnes 300 000, pardon. Ok, 300 000, d'accord. voilà, Alors c'est pour ce les 2 doses de AstraZeneca combinées de Pfizer et puis Johnson Johnson aussi. Johnson également. D'accord. Voilà. Mais les vrais chiffres, malheureusement, je ne l'ai pas à mon niveau. D'accord. Alors, est-ce que la vaccination agit-elle sur la courbe de contamination? Nous voyons ces derniers temps que depuis que la vaccination, il y a eu un engouement autour de la vaccination et dès même le début de la vaccination, on avait une tendance à la régression du nombre de cas dépistés et du nombre de cas actifs que nous avons dans la communauté. Au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour de 2500 cas actifs où 2 semaines en arrière, on était presque à 4000 et quelques et on avoisinait même les 5000 cas actifs. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le nombre de cas actifs a diminué de moitié. Beaucoup de gens sont guéris et on dépiste de moins en moins les cas positifs. Hier, nous avons dépisté 34 personnes et nous voyons que la vaccination a un effet bénéfique et également le respect des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement porte ses fruits. Alors, est-ce à dire que si on maintenait ces chiffres jusqu'à un moment donné, on pourra dire qu'on a déjà vaincu la maladie à coronavirus? Non, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, aucun pays n'a dit qu'il a complètement éradiqué cette maladie à coronavirus. On va vivre avec cette maladie, mais il ne faudrait pas qu'on ait des cas flambants comme on a eu les mois antérieurs. Au moins, si on aurait à dépister, qu'ils soient des cas asymptomatiques ou bien des cas légers qui ne conduisent pas ces patients en hospitalisation et en réanimation. Donc, on aimerait que la contamination soit réduite, on limite la contamination, mais on ne peut pas dire qu'on va arrêter complètement les cas sont là. On va toujours dépister, mais il ne faudrait pas que ça soit en quantité suffisante, élevée. Alors, dans certains pays, on recommande que des outils destinés à dépister rapidement les cas positifs de Covid soient déployés en priorité en milieu scolaire. Je l'ai dit dans mon mot introductif, 3 millions d'élèves ont repris le chemin des classes depuis hier. Alors, quelles sont les mesures prises d'abord au niveau du gouvernement pour que cette rentrée scolaire puisse démarrer dans de bonnes conditions pour que quelques semaines après que des écoles ne soient pas des clusters? D'accord. Il y avait tout un engouement autour de cette rentrée scolaire. Les parents d'élèves avaient peur. Ils se disaient que, vu la flambée des cas ces derniers temps, si les enfants reprennent les chemins d'école, comment ça pourrait être. Mais je vois que le gouvernement avait pris des mesures pour pouvoir bien préparer cette rentrée et que les enfants puissent reprendre le chemin d'école sans souci. Et dans un premier temps, on a eu d'abord la rentrée des enseignants et des directeurs d'école. Et je pense que même avant ça, il y a un travail qui a été fait en amont par le ministère de l'Enseignement avec les différents acteurs de l'enseignement pour voir comment ils peuvent redémarrer la rentrée académique sans que on ait à avoir des cas qui peuvent conduire à des clusters. Donc, je pense qu'il y a eu, d'après le ministre de l'Enseignement, ils ont dit qu'il y a eu tous les enseignants qui vont reprendre le chemin d'école doivent être vaccinés. Et que les nombres de classes et des bancs ont été quand même multipliés, parce que s'il y avait des élèves avec une vingtaine ou bien trentaine dans chaque classe, vu qu'il y a la gratuité même de l'école au niveau du collège et du lycée, on aura un afflux suffisamment d'élèves. Le lycée et collège public. Voilà, public, pardon, merci. Il y aura un afflux de nos jeunes frères qui vont aller vers le secteur public. Donc, ils ont pensé à construire de nouvelles classes et à augmenter les bancs, les places assises de ces derniers. Et il y a même des promesses où dans les jours et dans les semaines à venir, il y aura encore la fabrication des tas de bancs et à mener.
Et on a vu que tout élève qui doit venir à l'école doit se munir de son cache-nez. Et dans les dans les cours d'école, on a mis en place les dispositifs de lavage des mains qui sont toujours d'actualité et que dans certaines classes même, il y avait même les solutions hydroalcooliques où on pouvait faire des frictions des mains en attendant de trouver un point d'eau pour laver ses mains. Donc je pense que ces mesures qui sont prises vont aider à ce que l'année académique qui a commencé puisse se dérouler très bien comme l'année passée, ou bien peut-être mieux que l'année passée, et qu'on n'ait pas suffisamment de problèmes. Alors, quand vous parlez des enseignants qui doivent se faire vacciner avant l'entame de la rentrée, est-ce une obligation pour eux de se faire vacciner? Nous pensons que la vaccination n'est pas encore obligatoire au Togo. Il y a un article dans le Code de la santé publique qui devait être pris en cas de pandémie ou en cas d'épidémie dans un pays par le ministère de la Santé pour dire que, vu l'ampleur que nous avons aujourd'hui, le ministère de la Santé va sortir un décret, le ministre de la Santé, va sortir un décret et pour rendre obligatoire la vaccination pour tout agent de santé et pour toute personne. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un décret a été sorti par le ministre de la Santé et la vaccination pour le moment au Togo n'est pas obligatoire. Mais on recommande fortement de se faire vacciner pour se protéger et pour protéger également les autres. Parce qu'aujourd'hui, si je suis porteuse d'un virus, de coronavirus, cela ne va pas se limiter uniquement à moi. Je peux être asymptomatique et passer tout le temps à diffuser les virus à certaines personnes qui sont vulnérables. Donc, on recommande fortement parce que ce sont des enfants et la vaccination ne touche pas encore cette tranche d'âge de la population. Donc, on recommande fortement que nous, les adultes qui sont au chevet de ces enfants, soient fortement immunisés pour ne pas exposer les enfants. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, quel doit être le rôle et la responsabilité du parent avant que l'élève ne quitte la maison pour l'école? Quels sont les préparatifs de la part des parents? Pour un parent qui a un enfant qui doit aller à l'école, je pense que la pandémie, c'est depuis 2020 qu'on la vit et que les enfants aujourd'hui savent déjà que on est toujours en état d'urgence, que ce n'est pas encore fini. Donc, le parent d'abord doit continuer à inculquer le respect des mesures barrières à son enfant à la maison. Leur dire que le port du cache-nez, ou bien leur expliquer l'intérêt de porter le cache-nez. Parce que certains enfants, quand bien même que le parent lui procure un cache-nez, mais on voit qu'arriver ou bien avant même d'arriver à l'école, le cache-nez se trouve ailleurs autre qu'au niveau du nez et de la bouche. Donc c'est de lui expliquer l'intérêt du port du cache-nez, l'intérêt du lavage des mains avec l'eau et du savon, et pour les grands enfants, l'intérêt d'utiliser le gel hydroalcoolique ou les solutions hydroalcooliques, et également le respect de la distanciation, ce qui est tellement dur au niveau des enfants parce que c'est la rentrée, c'est les retrouvailles dans les écoles, donc il peut y avoir une sorte de promiscuité entre les élèves. Donc de le rappeler toujours pour dire que la maladie est d'actualité, on n'a pas encore éradiqué le virus dans notre pays, donc la distanciation est toujours de rigueur. Donc, et lui montrer également, surtout au niveau de la restauration, on a vu que certaines écoles ont des cantines. Là, je pense que le problème ne pourra pas se poser. Mais si un parent pense que non, pour mieux protéger son enfant, il préfère de préparer un kit avec son goûter, tout ça là, et à l'heure de la récréation, l'enfant puisse s'alimenter. Ça aussi, c'est une bonne option. Et puis, les parents peuvent opter pour ça. Mais c'est toujours de rappeler les mesures barrières parce que là, ça commence depuis la maison. Si un enfant apprend, on inculque ses valeurs à la maison, il va le faire à l'extérieur. Mais il ne faudrait pas aussi que les parents passent tout le temps à expliquer aux enfants sans qu'eux-mêmes ne pratiquent ces bonnes pratiques. Parce que les enfants copient rapidement les gestes que les parents font ou bien autres font. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous fassions devant les enfants pour qu'ils sachent que, papa fait ceci avant de faire ça, maman fait ceci avant de faire ça, alors moi aussi, je vais
faire ces mêmes pratiques pour pouvoir éviter le virus et pour ne pas que je prenne le virus à l'école pour ramener à maman ou bien je prenne le virus ailleurs pour ramener à la maison. Alors, rôle et responsabilité de l'État et des parents en cette période de Covid-19 pour une bonne rentrée. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour Massa. Bonjour, Bonjour, monsieur Max. Je voudrais demander à votre invité la différence entre la forte recommandation de se vacciner, l'obligation de se vacciner et par la suite l'imposition du pass sanitaire. Et au point 2, il y a une certaine confusion pour les personnes ayant des comorbidités. Pour ces personnes doivent-elles se vacciner? Si oui, quelles dispositions, quelles précautions doivent-elles prendre avant de se vacciner? Parce que, d'après moi, mes informations, c'est souvent les personnes ayant des comorbidités qui, en cas de crise ou bien, voilà, et qui se sentent un peu mal, qui se font vacciner, pardon, qui vivent des crises, des fois, de fait. Et pour terminer, si vous permettez, pour la fermeture des églises et des lieux de culte, je pense que le gouvernement avait mal posé le problème aux hommes religieux. Parce que demander à quelqu'un, vous leur demandez leur passe sanitaire avant d'aller sur les lieux de culte, ou nous fermons les églises. C'est une seule profession, il n'y a pas deux. Donc, quand les hommes d'église, notamment les hommes religieux, ont dit qu'ils ne peuvent pas, nous avons conclu que c'est eux qui ont demandé à ce que les églises soient fermées. Je pense que la question était mal posée. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va bien. J'aimerais interpeller les parents qui sont les premiers éducateurs des enfants. De donner l'exemple dans le respect des mesures barrières surtout. Parce que, comme pour le moment, les enfants ne sont pas autorisés à prendre le vaccin, j'espère qu'il faut leur inculquer ça. Parce que sur le terrain, c'est une contradiction entre les discours qu'on ne tient et ce qu'on voit sur le terrain. Donc, il faut que les parents se par exemple, les masques et autres comme des fournitures scolaires supplémentaires. En deuxième position, je voudrais demander aux autorités de faire un effort pour réunir les églises. Parce que ceux qui vont à l'école, au marché et se rendent sur d'autres lieux, ce sont certaines personnes qui vont dans les églises et mosquées. Merci. Merci à vous aussi. Est-ce que nous avons un autre auditeur? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la... Ok. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Ça va aussi. Votre nom, s'il vous plaît?
c'est Max. Max? Oui. Ok. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Max. Oui. J'ai une préoccupation. Juste savoir, c'est pas la différence entre les études et les établissements. Parce que si vous dites que les gens se regroupent beaucoup dans les études, j'aimerais savoir si dans les établissements scolaires, il n'y a pas d'autrement. Parce que je sais que le gouvernement avait dit qu'il n'y a pas plus que 15 personnes dans le regroupement. Maintenant, est-ce que dans les établissements, les élèves se regroupent par 15? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. Merci. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Gado. Donc, madame, beaucoup de gens disent que moi, je suis trop partisan de vaccination. Et si tout le monde veut se vacciner, il n'y a pas assez. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que les gens veulent se vacciner? Est-ce qu'ils en auront leur dose? Secondo, bon, on parle des plus que c'est fermé, les écoles sont ouvertes. On ne peut pas laisser tout ouvert. Il faut aller par étape par étape. Par exemple, le marché. On ne peut pas fermer le marché. Étape par étape, après on verra le reste. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler. Alors, docteur, vous avez suivi. Ok. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, ici c'est monsieur Kokou depuis Kakavili. Monsieur Kokou depuis Kakavili. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais demander au docteur de vouloir nous aider à comprendre la durée de l'infection au niveau d'un patient qui a été infecté. Durée de quelqu'un qui a été dépisté et a suivi le traitement sous les vitamines, la chloroquine, la zithromycine. Au bout de combien de temps celui-là peut déjà être guéri? Et ceux qui sont asymptomatiques, quel traitement il y a pour eux? Et aussi, c'est durant combien de temps? C'est tout? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nana FM 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, mon directeur. Papa Siviti, bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, monsieur. C'est papa. Ah, ok. Bonjour, papa. Comment allez-vous? Bon, ça va. Vous êtes à côté de moi. Ah, d'accord. Si je règle les maisons d'Akibar et vous tirez, vous aimez. Il faut vous attendre à ça. Je vous prie. D'accord. Passez un jour nous dire bonjour. Merci. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon. Monsieur mon directeur. Oui. Pour un parent, la vaccination, il faut que tout le monde s'intègre dedans. Vous êtes là, vous avez votre fils, vos enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, des petits-fils, seulement des filles. En allant à l'école, vous allez voir, toujours la bouche fermée, le nez, il respire difficilement. Nous devons tout faire pour que cette maladie-là disparaisse. Oui. Disparaisse. Je remercie le gouvernement à travers le président de la République, les médecins que vous recevez tous les jours, il y a presque 2 ans. Les journalistes que vous êtes et les gens vont vraiment négliger l'effort les efforts que vous faites avant les secondaires, avant c'est antipoli exclusivement. C'est pas possible. Ce n'est pas de fermeture des églises. Les gens de l'église, ils sont là pour éteindre le feu des peuples. Mais quand ils allument en ne faisant pas ceux qui viennent à la radio, là, les canaux FM, là, je ne vais pas citer leur nom, que si les gens ne vont pas aller dans le projet, ça va être difficile. Vous évoquez la paix sur votre pays. Vous êtes nos enfants, calmons-nous, allons-y doucement. Après 2 semaines,
décision du gouvernement. On peut plier dans sa maison. C'est vous qui avez dit, moi je ne suis pas le chrétien. Les chrétiens disent, quand tu te réfères dans ta chambre, tu te réfères, tu pries, Dieu sent. Les écoles, quand tu confondais les écoles, les marchés et les églises. Allô? Même chez nous, musulmans, on a fermé la Kaaba. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, Stade, pour le moment, on bloque les appels. Alors, docteur, vous avez suivi avec attention tout ce que les auditeurs ont dit. D'abord, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande comment comprendre que des gens marchent dans la rue sans cache-nez et que quelqu'un qui est seul sur sa moto, dans sa voiture, il y a les agents de police qui l'arrêtent et qui lui disent de porter son cache-nez. Je me dis que la personne même qui marche dans la rue sans son cache-nez, parce qu'on a dit que le port du cache-nez est obligatoire. Donc que vous soyez à moto, en circulation, ou bien en train de marcher dans la rue, dès que vous franchissez le seuil de votre porte, moi je pense que vu que c'est une obligation, vous devez porter votre cache-nez parce que vous ne savez pas qui vous allez croiser au cours de votre petite balade ou bien en circulation. Parce qu'en circulation, si vous êtes à moto, vous n'avez pas de cache-nez, parfois vous avez l'impression de sentir certaines gouttelettes fraîches au niveau de votre visage. D'où elles proviennent, on n'en sait rien. Donc, c'est cette obligation qui amène probablement les forces de l'ordre à interpeller les personnes en circulation qui ne portent pas le cache-nez. Donc, normalement, les personnes même qui sont à pied sans cache-nez devaient être interpellées et peut-être une sanction verbale pour l'inciter à porter le cache-nez parce que ce port est obligatoire. Même quand on est seul dans son véhicule? Mais quand on est seul dans son véhicule, je pense qu'il n'y a personne à côté avec qui vous pouvez discuter ou bien qui puisse et que ces gouttelettes puissent être transmises. Voilà, quand vous êtes seul dans votre voiture, il n'y a pas là l'obligation de porter le cache-nez. Mais dès que vous sortez de votre voiture, vous êtes obligé de porter le cache-nez avant de vaquer à vos occupations. Alors, quelle différence y a-t-il entre une forte recommandation, une obligation et le pass vaccinal? D'accord. Ça, c'est la question de Mas. De M. Mas premier, parce qu'il y a deux Mas ici. Donc, comme je le disais dans un premier temps, je l'ai expliqué que la vaccination est rendue obligatoire quand le ministre de la Santé prend un décret et dit qu'on est en temps de pandémie et que la situation est critique, alors la vaccination est obligatoire. En ce moment, on pourrait déjà dire que oui, la vaccination est obligatoire dans tel pays. Mais là, on a dit que vous êtes obligé pas obligé, mais vous devez présenter une preuve de vaccination à l'entrée de certains services publics. Donc, vous allez voir à certains endroits, là-bas, bon, si vous allez à l'hôpital pour une consultation et autres, on ne va pas vous demander de la preuve de la vaccination avant de vous faire soigner. Mais on recommande, après la consultation, après avoir pris en charge la personne, si vous n'êtes pas vacciné, parce qu'il faut voir d'abord, soigner la personne. On fait la vaccination sur un corps sain qui n'a pas une maladie en cours ou bien en crise, en période de crise, et qu'après cette période de maladie que vous avez, il faudrait penser à vous faire vacciner pour renforcer votre immunité. Donc, je pense que M. Mas pourrait trouver dans cette définition l'obligation de se faire vacciner et la recommandation à la vaccination. Maintenant, l'obligation du pass vaccinal, je pense que chaque pays est autonome. Il y a certains pays qui disent que avant de rentrer sur leur territoire, il faudrait présenter le pass sanitaire. Parce qu'on a vu que dans un premier temps, on disait que non, il suffisait de faire un test PCR et avoir un test PCR négatif avant de prendre le vol, notamment 72 heures avant ou bien 48 heures avant, ça dépend des pays. Mais nous voyons que ces personnes, elles ont un test PCR négatif 48 et 72 heures avant, mais une fois au pays, ou bien une fois à leur destination d'arrivée, quand on leur fait un suivi, on voit que, ou bien on leur refait un test. Si je prends l'exemple du Togo, dès que vous quittez la France par exemple, avec un PCR négatif, vous arrivez au Togo, vous êtes encore soumis à un autre test. Mais force est de constater que parmi ces voyageurs, on a encore des cas positifs qui sont dépistés. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils étaient en période d'incubation, la maladie ne s'est pas encore manifestée et quand arrivée sur le territoire, elle s'est manifestée et la personne a été dépistée positive.
Donc, si la personne s'était vaccinée là-bas, on sait que, OK, au moins le risque de transmission est réduit et que si elle présente le pass sanitaire, on peut la laisser accéder au pays d'arrivée. Alors, sur cet aspect, j'ai un ami qui est revenu des États-Unis depuis le jeudi dernier. Oui. Malgré qu'il soit vacciné, il a son pass vaccinal, mais quand il est arrivé au niveau de l'aéroport Niassingbe de Lomé, on lui a encore refait le test PCR. Oui, le test est toujours d'actualité. Alors, son pass vaccinal sert à quoi? Comme nous le disons, il y a le pass vaccinal et la vaccination. La vaccination nous prévient contre le développement de formes graves et nous évite d'aller en hospitalisation ou bien d'aller aux soins intensifs. Donc, vous pouvez être vacciné et peut-être faire la maladie sans le savoir. Et peut-être bien faire la maladie et ne présenter aucun signe. Donc, ce qui est recherché, le plus recherché, c'est d'éviter aux gens de développer les formes graves de cette maladie et d'éviter de limiter la chaîne de transmission. Donc, s'il s'est fait vacciner aux États-Unis, il a son pass sanitaire et arrivé ici, s'il se dit, moi je me suis fait vacciner, les mesures barrières, donc je ne vais plus les respecter, il est exposé encore au risque de faire la maladie. Et s'il chope le virus, il va la transmettre à certaines personnes, notamment peut-être il vient d'arriver, il vient l'accoster et qui ne sont pas encore vaccinés. Donc, c'est pour cela le test PCR est toujours d'actualité sur le territoire togolais pour tout voyageur qui vient par voie aérienne. Alors, pour Mas, ça c'est la seconde partie de sa question qui demande est-ce que les personnes ayant des comorbidités sont vaccinées? Alors, si oui, quelles sont les dispositions avant la vaccination? D'accord. Une personne qui est porteuse d'une comorbidité, je prends l'exemple d'un diabète, qui pendant 10 ans est suivi pour un diabète. Si le diabète est équilibré, c'est-à-dire les chiffres de la glycémie est dans les normes qui sont recommandées et la personne suit bien les traitements, ça veut dire qu'elle n'est pas en phase de crise. Donc son diabète est équilibré, ça veut dire qu'elle est un peu stabilisé. Et souvent, le diabète est déséquilibré par certaines infections. Quand vous chopez une infection, c'est en ce moment que vous voyez soit il y a une augmentation de la glycémie ou bien une diminution de la glycémie. En ce moment, on parle de diabète déséquilibré. Donc, vous n'allez pas maintenant, pendant ce temps où le diabète est déséquilibré, aller maintenant pour vous faire vacciner. Parce que le diabète est déséquilibré par une situation où va avoir une infection ou autre chose. Donc, il va falloir d'abord repérer l'infection, la traiter pour que la glycémie revienne à la normale avant d'aller vous faire vacciner. Donc, ces personnes qui pensent que, ou bien les diabétiques, chaque matin, ils testent leur glycémie à travers le glucomètre et ils savent comment les chiffres qui sont normaux. Donc, si vous pensez qu'il n'y a pas une infection à court et que votre diabète est équilibré ou bien votre comorbidité est équilibrée, stable, vous pouvez aller vous faire vacciner. Ou bien mieux encore, si vous avez des doutes, vous pouvez prendre avis chez votre médecin traitant et si c'est bon, vous pensez que votre comorbidité est stable, vous pouvez aller vers la vaccination. Voilà. Notamment même des personnes qui ne sont pas porteuses de comorbidité, elles viennent, elles disent que non, je fais un palu, je suis actuellement en cours de traitement. Ces personnes, nous ne les vaccinons pas. On leur dit, OK, on va différer votre vaccination, allez vous faire... finissez le traitement de votre palu, vous allez en contrôle et si tout va bien en ce moment, vous pouvez revenir faire la vaccination. Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'il y a des auditeurs non, parce qui ont... Il y a certains qui viennent chez moi, moi j'en ai vu personnellement, prendre notre avis. Et quand ils viennent auprès de l'équipe de vaccination et ils soumettent leurs inquiétudes, ils les orientent vers moi et moi je leur explique ce qui est là. Il y a une personne même au début de la faute africaine de vaccination, elle nous a présenté son carnet de santé où elle est actuellement en cours en soins. Donc elle nous a dit que non, si elle ne présente pas la carte vaccinale, elle ne pourra pas accéder à un centre de crise, d'après ses dires. Donc nous l'avons fait une note attestant que cette personne est en cours de traitement et que nous avons différé sa vaccination. Voilà, parce qu'il y a des auditeurs qui ont appelé ici, qui sont allés dans ces vaccinodromes sans poser de questions. On leur prend juste leur carte nationale d'identité, on remplit le formulaire et paf, la vaccination est faite sans poser de questions. Si vous vous sentez, vous êtes venu pour vous vacciner, vous-même vous ne vous sentez pas bien. C'est d'abord
on commence par l'interrogatoire. Donc, vous, même si on ne vous a pas posé la question, mais parce qu'en remplissant la fiche, il y a une partie qui est réservée à la comorbidité. Parce que vous avez le nom, prénom, le type de carte d'identité, le numéro de la carte d'identité, le lieu de résidence, ainsi le code d'enrôlement, ainsi. Mais il y a une partie qui est réservée à la comorbidité. En ce moment, on pose la question, est-ce que vous avez une maladie en cours? Et si vous dites oui, là-bas, le vaccinateur est censé approfondir pour voir est-ce que c'est équilibré, c'est bon ou pas. Mais par moment, le patient, la personne qui est venue pour la vaccination, elle-même nous dit que avant-hier ou bien la dernière fois, j'ai eu ci, j'ai eu ça, est-ce que je peux me faire vacciner? Ou bien ils viennent d'abord au bureau du médecin poser la question avant de se rendre. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une personne qui m'a soumis des inquiétudes et je l'ai rassurée que vu son état, elle peut se faire vacciner sans problème avant d'y aller. Également sur le site de vaccination, il y a un qui est venu lors de l'enrichissement des renseignements. Il nous a dit que il vient de recevoir il y a 3 jours de cela la vaccination contre la rage. Est-ce qu'il peut faire le vaccin? On lui dit comme c'est la vaccination contre la rage ou bien toute autre vaccination, vous devez attendre au moins 2 semaines avant de recevoir un autre vaccin, notamment celui de Covid. Donc, cette personne également, nous avons différé sa vaccination. Et si pendant les 2 semaines, il doit se rendre dans un service public, il fait comment? Je pense qu'il va trouver un autre moyen parce qu'on ne peut pas fusionner ces 2 vaccins en même temps de peur que cela crée d'autres réactions à l'intérieur de son organisme. Alors, de Kokou, depuis Kakavili, qui demande la durée de guérison. Après, on va revenir sur... je ne pense pas qu'on puisse finir toutes les questions, mais les questions de Kokou sont un peu plus importantes. Donc, voilà. Pour M. Kokou, si une personne a été dépistée positive au coronavirus aujourd'hui, il y a une équipe d'investigation qui contacte la personne pour aller la voir à son domicile et voir les différents signes que cette personne présente et les informations relatives à la personne. Et au cours de cette investigation, ça consiste un peu à faire le tri pour voir si la personne est asymptomatique et que les conditions de prise en charge sont réunies pour la prise en charge à domicile, elle se confine à domicile. Et si la personne est symptomatique, alors sa prise en charge se fera dans un centre de traitement. Pour les personnes asymptomatiques ou symptomatiques, le protocole est le même. Si la personne ne présente pas d'allergie à l'un des médicaments, le protocole est le même. Et si vous démarrez le traitement aujourd'hui J0, le traitement dure 10 jours. Donc, vous suivez le traitement. Au bout de 10 jours, après les 10 jours de traitement, vous êtes invité à refaire un contrôle PCR. Et si le contrôle PCR revient négatif, vous refaites encore un second contrôle PCR 72 heures après. Et si vous avez 2 tests négatifs, on vous déclare guéri. Vous avez votre certificat de guérison et vous revaquez à votre occupation. Mais il y a des personnes que 10 jours après, quand elles font le contrôle, le test est toujours positif. On ne reconduit pas le traitement, mais on continue à faire des prélèvements chaque 72 heures pour voir si la personne est revenue négative ou pas. Donc, la durée n'est pas... on ne peut pas dire qu'au bout de 10 jours ou bien 2 semaines, vous serez guéri, mais ça dépend de la réponse de votre organisme face à cette infection. Pour certains même qui sont admis au CHR Lomé commune, il peut prendre 3 semaines avant de guérir. Voilà, donc ça dépend de l'organisme de tout à chacun. Merci au docteur Willy Famayo, médecin généraliste au CMS Djidjoli. Vous avez quelque chose, sinon vous avez juste 30 secondes. D'accord, c'est juste inviter la population à fréquenter nos centres de santé pour pouvoir prendre leur dose. Donc, et respectons également les mesures barrières pour essayer de venir au bout de cette épidémie. Merci. Merci à Stan Teko à la mise en ordre. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.